Bonjour, nous sommes le 5 février 2026 avec euh, un environnement où on a des éclaircies. Ciel un petit peu nuageux, il est un petit peu nuageux, mais on a quand même des éclaircies. Température, on va dire, c'est pas, il fait pas très mauvais. Bon, pour un hiver, c'est excellent. Bon, je vois que voilà, on a 3 degrés Celsius, mais en mettant un petit manteau, bon, je veux dire, l'extérieur, je veux dire, c'est agréable. C'est quand même agréable pour un mois d'hiver. On n'a pas beaucoup d'humidité. En tout cas, bon, ça peut être voilà, une belle petite journée qui peut se passer avec, je veux dire, une météo, voilà, une météo pareille. Alors, cette vidéo va concerner donc les coordonnées sphériques. Alors, coordonnées sphériques qui sont fort utilisées et utiles, hein, notamment en mécanique. Mécanique, voilà, en mécanique, en cinématique. On peut les utiliser aussi en électricité. On peut les utiliser dans pas mal de domaines. En pas mal de domaines, on peut utiliser les coordonnées sphériques. Alors, quand est-ce qu'on les utilise? Pas n'importe quand. Bien sûr, les coordonnées sphériques sont un type de coordonnées, comme il en existe différents types de coordonnées. C'est un repérage, hein, c'est juste un repérage. On peut se repérer grâce si vous voulez, un rayon vecteur et deux angles. En fait, ici, c'est le fruit pour le repérage d'un rayon vecteur et de deux angles. Donc, il faut trois paramètres pour se repérer. Donc, on va dire un rayon vecteur et qu'on va appeler R. On a besoin, voilà, donc ça, c'est un repère S' avec un rayon vecteur et un angle θ et un angle phi. Bon, ils ont des dénominations, hein, voilà. Les θ et phi, ils ont leurs dénominations propres. On va dire ça comme ça. Ces deux angles, ces deux angles. Bon, tout dépend de la définition de ces angles, hein, parce qu'on peut voir les choses différemment, hein, suivant ces mêmes définitions d'angles. Donc, les angles, il faut bien faut bien euh, les définir. Voilà, c'est ça qui fait, je veux dire, la coordonnée de type sphérique. Voilà, on pourra en mettre, voilà, suivant la définition des angles, on peut avoir différents types de coordonnées sphériques, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un repère R', bien sûr, on va démarrer sur base d'un repère orthonormé, où on a besoin d'une origine. Bien sûr, l'autre, on a aussi besoin d'une origine. On a besoin d'une origine qu'on va appeler O, qui est la même que le repère. On n'a pas de changement d'origine. On garde la même origine, hein. On va dire ça comme ça. C'est juste le repérage qui se fait de manière différente. Alors là, le repérage se fait en X, Y, Z en cartésien. Là, on a un repère. Alors, il existe différents types de repères, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, là, c'est le coordonnée sphérique, repère, voilà, un repère sphérique. Alors que là, ce sont les coordonnées cartésiennes. Alors, coordonnées cartésiennes, données sur base, voilà, d'un trirectangle, hein. Voilà, on a les vecteurs de base qui sont I, J et K. Ça, ce sont les vecteurs de base. Les vecteurs de base sont I, J et K. Contrairement à là-bas, on se dit qu'on a une sphère. Et à partir de deux, bien sûr, on a le centre de la sphère. Là, on a le centre de la sphère que je vais appeler O dans ce cas-ci. Voilà, et on peut se repérer par rapport à, voilà, à deux angles. Voilà, par rapport à deux angles. Bon, on pourrait appeler ça latitude, et longitude. Bon, enfin bref. Ici, ce sont des coordonnées sphériques, point. Et donc, je vais faire un repassage, bien sûr, des coordonnées sphériques vers les coordonnées cartésiennes, et inversement, des coordonnées cartésiennes vers les coordonnées sphériques. Donc il faudra, bien sûr, quand vous voyez ça, ça se fait par un passage matriciel, hein. Donc il faudra, voilà, ce sont des matrices. Donc la meilleure écriture qu'on peut avoir sur les transcriptions en fonction des vecteurs de base, bien sûr, hein. En fonction des vecteurs de base, ben, on aurait une écriture matricielle. Voilà,
des coordonnées dans le repère. Et on pourra faire une transformation coordonnées sphériques vers coordonnées cartésiens et coordonnées cartésiens vers coordonnées sphériques, toujours par matrice, hein, par matrice. Alors, bien sûr, la théorie qui va être utilisée ici, ça, c'est une théorie vectorielle, hein. Alors, attendez-vous à des vecteurs. Déjà, ici, j'ai des vecteurs de base IJK. Ici, je veux formaliser des nouveaux vecteurs. Euh, vous allez voir comment. Je ferai une nouvelle base, hein, vectorielle pour pouvoir parler, voilà, donc on va passer d'un repère R' vers un repère R et d'un repère R vers un repère R'. Alors, quand est-ce qu'on utilise les coordonnées sphériques? Ben, je vous l'ai dit où en électricité. Dans quel domaine? L'électricité, la physique. En physique, en physique, bon, en optique, en électricité, en cinématique, en mathématiques et mathématiques appliquées et ainsi de suite. Donc, on peut utiliser, voilà, la coordonnée sphérique. Quand est-ce? Mais quand on a justement symétrie sphérique. De type sphère, quand on a une sphère, voilà. Alors quand on a un cylindre, on va dire, on a un mouvement d'un point sur un cylindre, on parlera de coordonnées plutôt cylindriques plutôt que coordonnées sphériques. Ici, on va se baser sur, voilà, un objet voilà, qui se déplace, voilà, sur une sphère. Donc on a des coordonnées sphériques. Donc, si on veut par exemple déterminer la position d'un point sur la surface du globe terrestre, ben, on va utiliser les coordonnées sphériques. Donc c'est les plus à même, voilà, de traiter, on va dire, voilà, la position d'un point, dans l'espace, si celui-ci, constitue une surface de type, sphère, pour pouvoir se repérer. Et donc les heu, le domaine d'emploi, il est multiple et varié. Et donc on peut en retrouver dans différents domaines. Comme je l'ai dit, l'optique, l'électricité, voilà, la mécanique, la cinématique, il y a beaucoup de domaines où on peut utiliser, même la résistance des matériaux, on pourrait et la mécanique des fluides, et cetera. On pourrait être amené à utiliser, je veux dire, les coordonnées, sphériques qui sont, plus aisées, quand on a, un déplacement sur une sphère. Alors, pour ça, bien sûr, je vais mettre le repère, cartésien. Je vais partir du repère cartésien. Alors, je vais mettre un repère rectangle qui est direct, c'est-à-dire, on a là, si je fais tourner le vecteur I vers le vecteur J, là, on a le vecteur K. En d'autres termes, si vous faites I fois J en vectoriel, ça fait K. Ça fait K. Voilà, et si vous faites tourner I vers J, vous avez K. Voilà, et donc là, vous aurez X, l'axe Y, l'axe des Z, et bien sûr, avant toute chose, l'origine, hein, qui est fixée. Alors, on va mettre notre sphère, sans, oula, peut-être me rater, on va mettre notre sphère, voilà, centrée en haut. Ah, ça, c'est une sphère. Alors, pour montrer que c'est une sphère, je vais mettre ceci, hein, pour dire que on a affaire, c'est une sphère. Alors, on va mettre un point M. Voilà, M appartient à la sphère. Ah, que je vais appeler, sphère, je vais appeler S. Voilà. M appartient à la sphère. M appartient à la sphère S. Voilà. Euh, et bien sûr, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est mettre un rayon vecteur. Alors, ce rayon vecteur est toujours lié à l'origine. L'origine du vecteur, rayon vecteur, est toujours liée à l'origine. Ben, ce qui va différer, c'est le point M, la position du point M sur la sphère. Donc, l'extrémité du rayon vecteur donne la position du point M. Et donc, ici, on a bien un rayon vecteur pour M. Alors, la première chose, pour mettre les coordonnées sphériques, hein, on va faire une projection dans le plan X, Y. Donc, on projette le point M sur le plan X, O, Y pour obtenir le point M. En fait, M est la projection. C'est une projection orthogonale, hein. Ah, on fait la projection orthogonale de grand M sur le plan X ou Y pour obtenir petit m. Donc, petit m est le résultat, voilà, de la projection orthogonale du point grand M
pas écran, sur le plan, X, O, Y. Et donc on a petit m. C'est en d'autres termes, le petit m appartient au plan X, O, Y. Voilà. À partir de là, bien sûr, on recrée un nouveau rayon vecteur qui sera la projection de m dans le plan X, O, Y. Ce rayon vecteur est toujours lié à l'origine, mais si vous voulez, euh, cette fois-ci, euh, on aura le lieu des projections du point M sur le plan X, ou Y. Ouais, donc on aura non pas le vecteur au grand M, mais au petit m, qui est un nouveau rayon vecteur. Voilà. Donc vous voyez, et c'est comme ça qu'on va créer nos, nos coordonnées sphériques. Sphériques. Voilà. Alors, quand vous mettez des ronds vecteurs, il y a quelque chose qui s'impose. Je veux dire, en automatique, automatiquement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la base. C'est la base. Donc, ici, on va mettre une base. On va appeler, voilà, on va l'appeler U1. Voilà. Et ici, je vais mettre aussi une base sur OM, que je vais appeler U. Donc, c'est ce qui s'impose. C'est de mettre les bases. Alors maintenant, ce qui va s'imposer aussi, c'est bien sûr c'est de définir ces angles, ces fameux angles. Alors, comment pourrait-on définir θ, par exemple? Par exemple, hein, parce qu'il y a de multiples façons de définir θ. Ben, le θ, on va le définir l'angle entre l'axe des z et le rayon vecteur OM. C'est-à-dire entre le vecteur I, c'est l'angle compris entre le vecteur I et le vecteur U1. Euh, Quant à θ, phi, je m'excuse, deuxième angle, voilà. Comment le définir? Il y a plusieurs manières de définir cet angle-là, mais ici, je vais considérer que voilà, le phi, c'est l'angle entre I et U. I et U. Ou si vous voulez, en d'autres termes, entre X, l'axe X, et le vecteur, le rayon vecteur O petit m. O petit m. Voilà. Et là, on a phi. Voilà. Et donc, euh, si on donne, euh, alors bien sûr, dites-vous bien que qu'est-ce que c'est que ce fameux R? Donc, on peut définir, donc l'origine, on l'a, hein. Le θ, on l'a, on peut définir un θ et un phi, mais bien sûr, par rapport à un R donné. Donc, il faut trois paramètres. Voilà. Je dirais même un quatrième qui est l'origine. L'origine, bon, qui est fixe, qui est un invariant. Une fois que vous l'avez fixé, c'est un invariant. Ouais, s'il n'y a pas changement d'origine, bah, lui, il reste fixe. Il reste fixe. Donc, s'il est fixe, qu'est-ce qui va varier? C'est phi, θ et R pouvant varier. Maintenant, si R est constant, R, bien sûr, c'est euh, le module, voilà, du vecteur M, c'est le module du vecteur OM. Donc, le rayon vecteur, R, c'est le module du rayon vecteur OM. Et là, connaissant R, pour un R fixé, ben, si vous fixez un phi et un θ, ben, vous avez une position du point M. Le point M sera défini bien sûr, sur une sphère. Donc, θ, c'est l'angle formé par le vecteur K et le rayon vecteur et le vecteur OM. Là, le vecteur OM. Et phi, c'est l'angle formé par, voilà, par le vecteur I et le vecteur O petit m. O petit m. Alors, si maintenant on fait varier phi, petit m, bien sûr, va varier, et donc grand M va varier. Ici, M et M sont, sont interdépendants, hein. Petit m dépend de M parce que c'est la projection de grand M sur le plan, mais voilà, aussi bien vous bougez petit m, ben grand M va bouger, aussi bien vous bougez grand M, petit m va bouger. Alors, je vous rappelle que petit m n'est que sur le plan de base, OXY, hein. Petit m, voilà. Tout comme m est sur une sphère, mais m n'est que sur le plan, hein. M n'est que sur le plan, X ou Y. Le plan X ou Y qui est ici. Voilà. Alors, je peux vous donner, voilà, on va dire, ce que je vais trouver.
je vais rechercher, heu, je vais chercher donc, transformation de, coordonnées et transformation de, on va dire de sphérique vers cartésien. Donc connaissant phi θ, je peux trouver x, y, z, bien sûr et r. Eh bien, avant de calculer quoi que ce soit, je vais quand même mettre le résultat. Je vais quand même mettre le résultat. Quand vous avez ceci, il est aisé de trouver, bon, x, y, dans le repère x, y, z par rapport à θ phi. Donc c'est-à-dire que on part bien sûr d'une origine qui ne va pas varier, hein, je fais pas de changement d'origine ici. Comme je l'ai dit, on a, θ phi, voilà, bien sûr avec un rayon vecteur, bien donné, R, voilà, et bien sûr on va retomber en x, y, z. Donc on va passer là, là. Alors bon, ça je peux vous le donner directement, c'est ce que je vais rechercher. Bien sûr, tout va se faire simultanément, donc je vais mettre des accolades. Ce sont des équations, hein, x, y, z. Donc ici, vous aurez toujours du R, hein. On aura toujours l'interdépendance par rapport au rayon vecteur, c'est normal, parce que si vous changez le R, le point va changer aussi. Hum, euh, Et bien sûr, là, on aura sinus θ, du sinus θ. Par contre, l'autre, il sera en cosinus θ. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc lui, le Z, remarquez qu'il ne dépendra que de θ, hein. Le Z, il va dépendre que du θ, uniquement du θ. Par contre, le X et Y, lui, ouais, le vecteur OM est dépendant au petit m étant dans le plan OXY, ben, il est dépendant de phi. Donc XY est dépendant de phi, parce que voilà, au petit m, il est dans le plan OXY, il n'est pas dans le plan, dans un autre plan que celui-là. Donc, le phi, il est dans le plan OXY. Donc le phi ne va dépendre que, le XY ne va dépendre que de phi. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, s'il ne dépend que de phi, bien sûr, ici, on va mettre cos phi et sin phi. Et là, bien sûr, l'autre non, hein, parce que bon, le z, il ne dépend pas du phi. Et donc, là, vous avez, euh, bon, maintenant, on peut retenir ça. Vous pouvez retenir ça. Je veux dire, que le R, vous l'aurez toujours, hein, parce que tout est dépendant du R, que ce soit X, Y, Z, il est dépendant du R. euh, Alors, là, il suffit de ça, se dire que là, ça varie, on a sin cos, on a les deux, on a les deux. Ce qu'il faut juste faire attention, hum, c'est pour les Y. Bon, pour les Z, on n'a rien. Il n'y a que du θ, mais il faut savoir que c'est du cosinus. Voilà, mais de toute façon, je vais démontrer tout ça. Donc, je vais démontrer tout ce résultat-là. Mais bon, voilà, là, il faut tout. Attention à la définition de l'angle, hein. L'angle, c'est entre I et OM, hein. Θ, c'est entre I et OM. Je m'excuse, entre K et OM. Le θ, c'est entre K et OM. Attention à ça, parce que certains, ils définissent pas le θ comme ça, hein. Bon, on pourrait définir par rapport au petit m et au grand M. Mais c'est pas ça que j'ai fait ici. Je définis par rapport à l'axe des Z. Et le phi, c'est par rapport à l'axe des X. Alors qu'on aurait pu définir par rapport à l'axe des Y, le phi. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc c'est pour ça que moi, j'ai bien défini les choses au départ. Je vois ça. C'est ça que je veux voir. Eh bien, on peut commencer nos calculs. Alors, la première chose, c'est de repositionner. On sait bien que M est sur une sphère. Bon, je ne vais pas redessiner la sphère. Donc on a notre ion vecteur avec l'origine, on a M. Et là, vous savez que c'est vrai que ce sont les axes. Et là, on a la projection, on a le petit m avec son vecteur au petit m. Alors, je vous ai dit que... Alors, tout d'abord, ici, voyons voir au grand M. La norme de au grand M, c'est R. Qu'est-ce qu'elle vaut?
en coordonnées cartésiennes. Ici, ça fait R, c'est la distance de O à M, et une distance est donnée par la relation de Pythagore dans l'espace, c'est-à-dire on aura x carré plus y carré plus z carré. Voilà, on a déjà ce fameux R. On a déjà ce fameux R. Donc vous voyez qu'on peut trouver assez facilement le R. Maintenant, on pourrait chercher le phi, qui est, voilà, arctangente de quelque chose, et on pourrait trouver le θ, qui est l'arctangente aussi de quelque chose. Alors, cherchons ce quelque chose. Alors, je vous rappelle que euh, phi n'est que dans le plan OXY. Donc, c'est ça un rapport, une relation en XY, hein. Donc, le phi, il va donner le vecteur OM, hein. Donc, j'ai pas besoin de dessiner plus. Au petit m. Donc, là, ça sera voilà, une relation de X à Y. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, si je prends, bon, ici, on va mettre perpendiculaire, le phi, il est là. Phi. Donc là, si on a une coordonnée ici en Y, et là, on a une coordonnée en X. On a une ordonnée, si vous voulez, on a une abscisse en X ici, et une ordonnée en Y. Voilà. Et donc, le phi, ses côtés, on va dire, opposés, on va mettre A, B, M, voilà ici, côté opposé sur côté adjacent. Alors, le côté opposé, en phi, c'est AM. Côté adjacent, c'est OA. Et ça, c'est égal à tangente phi. Donc, tangente phi, AM, c'est Y, et OA, A, c'est X. Et voilà tant que vaut le tangente phi. Donc, tangente phi est égal à Y sur X. Donc, phi vaut arctangente de X, Y sur X. Voilà. Si vous faites, pour avoir le phi, il suffit de faire l'arctangente de Y sur X. Là, vous aurez le phi. Donc, là, c'est, si vous connaissez, bien sûr, les coordonnées X, Y, Z, hein. Donc, il est facile de trouver le R. Si vous connaissez X, Y, Z, il est facile de trouver le phi si vous connaissez Y et Z, Y et X, je m'excuse. Voilà. Alors maintenant, on va y voir pour, ouais, attention que ça c'est le phi. Maintenant, je vais chercher le θ. La relation de X, Y, Z à θ. Alors là, il faut aller rechercher le point M qui est sur la sphère. Là, on a notre origine.
Alors ça suffit pour trouver le restant. Bon, ici, on a l'angle θ. Alors si je prends une perpendiculaire comme ceci, hein, l'angle droit est ici. L'angle droit est là. Alors si je regarde que vaut bon, je peux aller chercher par rapport à x, y, hein. Euh, comment ce que je pourrais faire? C'est de reprendre. Bon, tout d'abord, on va regarder ici qu'est-ce qu'on a. Ici, on a z. Ici, on a la valeur de z. Si je mets ce point-là A, z mesure, OA mesure z. A mesure z. L'angle, bon, il est ici. Et on aura côté opposé. Côté opposé, c'est AM sur le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est OA. Alors, il faut chercher AM. AM, c'est une relation qu'on peut trouver par rapport à la projection orthogonale. Voilà, qui est ici. Ouais, petit point, petit m. Voilà, petit m. Et ça, bon, c'est trouvé facilement. Hein, petit m. En fait, c'est AM égale OM sur OA. Voilà. Et OM, bon, le vecteur ici, OM, bon, c'est facile de déterminer, puisque si je décompose ici, on a, là, ça va être le Y. Ici, on a le Y. Et là, on a le X. Donc, ça, c'est le X. Et ça, c'est le Y. Donc, ou en d'autres termes, vous avez X. Donc, ici, on a un triangle, on va dire rectangle. Et on aura, bien sûr, le Pythagore, OM, vaut, si je mets le point C là, OC carré plus OM carré est égal à, je m'excuse, plus CM carré. OC carré plus CM carré est égal à OM carré. En d'autres termes, OM vaut OC carré plus, enfin moins, OC carré, M vaut OC carré plus CM carré. Voilà, en racine carrée. Voilà. Et là, vous avez donc, c'est-à-dire c'est x carré au c, c'est x carré plus y carré, voilà, racine carrée. Et donc, on a tout, puisque OM, c'est racine carrée de x carré plus y carré, et OA, ben, c'est z. Donc, voilà que vaut la tangente de phi. De θ, je m'excuse, tangente de θ. Donc, tangente θ est égale à racine carrée de x carré plus y carré, le tout sur z. En d'autres termes, θ, c'est arctangente, voilà, de racine carrée de x carré plus y carré, le tout sur z. Là, vous avez le tangente. Je vais les réécrire ici. Donc ici, il suffit de faire voilà, x carré plus y carré voilà, sur z. Connaissant, bien sûr, on connaît x, y, z. Hein. M est connu, hein, on connaît x, y, z ici. Voilà. Le tout, c'est de calculer r, phi et θ. Voilà. Et là, de cette manière-là, connaissant x, y, z, on peut trouver
notre R ici, le, le module rayon vecteur OM, le module du rayon du vecteur OM, bon, qui fait R, on peut trouver bien sûr le phi, et on peut trouver le θ, connaissant tout simplement x, y, z. Alors maintenant, je vais démontrer justement, euh, voilà, cette formule-là. Donc ça, c'est le passage, voilà, de coordonnées sphériques vers le, comment on appelle ça, coordonnées cartésiennes. Vous voyez, hein? Voilà, donc on obtient le x, y, z connaissant R. Là, ici, dans on connaît, voilà, on connaît ceci, on connaît R, R θ phi, bien sûr, l'origine étant fixée. Ah, on peut passer, on peut trouver x, y, z. Voilà. Par contre, ici, celui-là, on connaît x, y, z, et on repasse en R, phi, R θ phi. R θ phi. Alors maintenant, je vais le démontrer. euh, Je vais démontrer ça, comme je l'ai dit au départ, par voie vectorielle, hein. Ah ouais, le but ici, c'est une manœuvre vectorielle. Donc, il faut que je mette des vecteurs de base. Je fais des placements de vecteurs de base. Tout va être vectoriel ici, au niveau de la démonstration. Alors, pour ça, bien sûr, il faut fixer ces vecteurs unitaires et créer sa nouvelle base. C'est ce que je vais faire. Donc, on a toujours notre repère que je vais dessiner en plus petit parce que vous commencez à le connaître. Voilà. On a notre placement du point sur une sphère. Je vais appeler grand M. Sa projection orthogonale dans le plan OXY, qui est petit m. Le rayon vecteur OM, il est ici. Le second rayon vecteur O petit m est là. Je vais mettre M, O petit m, avec bien sûr, là on aura X, Y et Z. Voilà. Alors pour le traitement, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, on va mettre un vecteur unitaire ici que je vais appeler U. Bon, phi vous connaissez, il est là, hein. Et là, on va mettre un vecteur euh, 1 sur OM. Vecteur unitaire. Bon, le U1, on pourrait le mettre soit là. Bon, mais ma nouvelle base, je vais la créer ici, hein, au niveau du point M. Donc, ce U1 là, je vais le mettre ici. Parce que la nouvelle base va être sur M. C'est sur M. Je vais créer ma nouvelle base sur M. Donc, U1, c'est un vecteur unitaire, voilà, du vecteur OM. En fait, si vous voulez, M, c'est R fois U1, si vous voulez. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que, voilà, euh, O petit m, là, c'est racine carrée de, ouais, je vais le mettre avec ceci, hein, x carré plus y carré, voilà, fois le vecteur u. C'est que vous connaissez x, y. Bien sûr, l'autre, il faut connaître le r. On va dire ça comme ça. Alors, on va, on va faire, on va créer un vecteur u3, qui est bon, k fois u. Donc, à partir du u ici, du vecteur u, du vecteur k, je m'excuse, voilà, je vais créer un vecteur u3. Donc, on va créer k fois u. Donc, vous avez le vecteur u qui est comme ceci, le vecteur k. Alors, voilà, on va créer un vecteur, voilà, k, un vecteur u3. Vecteur u3. On va mettre un vecteur u3 qui est k fois u, voilà, que je remets bien sûr au niveau du point M, en origine du point M, voilà, k fois u. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compléter un vecteur U2, voilà, comme ça j'ai U1, U2, U3. U2, qui est là-bas, on va avoir la base directe, U1,
U2, U3. Voilà. Alors, U1, qu'est-ce qui vaut U1? U1, par rapport à U et à K. Donc ici, je vais construire pour que U1, U2, U3 c'est une base directe. Voilà. Donc j'ai un nouveau repère ici, hein. Donc un nouveau repère a été construit U1, U2, U3. C'est la nouvelle base. Voilà. Que je vais appeler le repère. Alors, X secondes. X secondes. L'origine c'est M. Et bien sûr, le vecteur de base c'est U1, U2, U3. Alors je vais exprimer U1 par rapport à U et K. Hein. Alors, je vais d'abord voir le U. Qu'est-ce qui vaut le U? Bon, le U, il sera donné par rapport à I et J, hein. Je me rappelle, je vais mettre que le vecteur au petit m. Voilà. Je rappelle qu'ici, c'est le vecteur de base petit u. Voilà. Donc là, on a phi. Euh, et donc, tout sera donné par rapport à phi. Donc, je dirais que le petit u va être dépendant, bien sûr, de I. Il est dans le plan IJ, hein. Voilà. Donc, il est dans le plan I et J. Maintenant, il va dépendre de l'angle phi pour les deux. Alors, si je prends comme ceci, ah, c'est un petit peu comme tout à l'heure. Là, on aura. Alors, la norme du vecteur U fait 1, hein. Donc, on va dire c'est un triangle. On a un triangle rectangle, voilà. Si je l'agrandis, voilà, on fait ça comme ça. Là, la norme, elle fait 1, hein. Euh, Alors, le phi, il est là. Voilà. Et ça, c'est le x. Voilà. Et ça, c'est les composantes en x, composante en y ici, composante en x ici, et composante en y là. Là. Donc, là, on aura A, B, C. Donc, on aura, pour avoir la composante en Y, la composante en Y, je vous rappelle que c'est celle-là, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est composante Y sur l'hypoténuse qui vaut 1, égale à, voilà, sinus phi. Donc, là, on aura, c'est un sinus. Alors, pour l'autre, ben, c'est le côté adjacent. Adjacent, c'est composante en X sur l'hypoténuse qui vaut 1 est égal à l'autre adjacent, c'est le cosinus. Donc, on aura cos phi. Voilà. Donc, là, on a l'expression du U. On a l'expression du U. On a l'expression du U. Voilà. Donc, que j'irai rechercher par après. Maintenant, je vais rechercher l'expression comme je l'ai dit, le U, on l'a. Et je veux te exprimer le, voilà, le U1 par rapport à U et K. Voilà, le U1, je vais l'exprimer par rapport à U et K. Donc le U1 qui est là, je vais l'exprimer par rapport à U et K. Alors bien sûr, ça c'est l'U3, hein, K fois U.
Alors, comment exprimer ça par rapport à U1 et K? Enfin, par rapport à U et K? Donc, c'est un vecteur unitaire, hein. Voilà, U1, il est là. Je vais l'exprimer par rapport à le vecteur U, ici, et K. Alors, on sait qu'ici, on a θ. Voilà, et là, on a pi demi moins θ. Ici, c'est pi demi moins θ. Donc, je pourrais... Voilà. Donc, si je fais la projection, si je fais U1 fois K, bah, c'est la norme de U, U1, fois la norme de K, fois le cosinus de l'angle entre U1 et K, c'est-à-dire cosinus θ. Donc, la projection de U1 sur K, ça fait cos θ. La projection de U1 sur K, c'est cos θ K. On connaît la valeur, cos θ. Maintenant, la projection sur U, je fais la même chose, c'est U1 fois U égale à la norme de U1 fois la norme de U, ce sont tous des vecteurs unitaires. Et là, ben, la projection, c'est le cosinus de pi demi moins θ. C'est-à-dire, on a, ça fait 1, ça fait sinus θ. Donc, on a plus sinus θ fois U. Voilà, et là, j'ai la seconde expression qui me donne par rapport à K et U. Mais maintenant, U, je l'ai. Le U, je l'ai. Donc, je vais réunir les deux. Donc, le U1 par rapport à K, c'est cos θ. Parce que je viens de, voilà, cos θ par rapport à K. Et par rapport au U, c'est sin θ, hein. Alors, je vais chercher le U, cos phi, sin phi. Je vais remplacer, bien sûr, pour avoir tout en IJK, en IJK. Donc, le U1, il vaut, bon, je le mets en dernier, cos θ, K, sinus θ fois U, c'est cos phi I plus sin phi J. Et là, on retrouve les coordonnées, voilà, sin θ cos phi I plus sin θ sin phi J plus cos θ K. Alors, vous remarquez, c'est c'est un vecteur unitaire de, voilà, de rayon vecteur, hein. Parce que ici, vous voyez que les coordonnées sphériques, c'est ça, hein, à R près. Parce que ici, moi, j'ai un rayon vecteur. Donc, voilà, si vous voulez, je peux aller rechercher, hein. Ah, j'ai un vecteur unitaire, c'est ça que je veux dire. Mais là, j'ai un rayon vecteur de module R. Donc là, il y a R en plus, hein. Donc, si vous voulez, regardez bien, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Bon, ça, c'est pour la position du point M, position du point M qui est donnée par le rayon vecteur. Donc, on aura X, Y, Z, voilà, avec R.
R et R, sin θ, cos phi, sin θ, sin phi et cos θ. Maintenant, je vais rechercher l'expression qui a été trouvée ici, du vecteur U1, vecteur U1. Ah, c'est la même chose, hein, sauf au module, avec un module 1. Ah, vous voyez que c'est la même chose, hein. Simplement, U1 est de module 1, donc c'est normal qu'on n'a pas. Le R vaut 1. Donc là, vous voyez la composante, exactement ça. On a ici sin θ cos phi, sin θ cos phi, avec un module de 1 pour U1. Sin θ sin phi, sin θ sin phi, et cos θ. Voilà, voilà. Donc, voilà. Parler du vecteur O, M, voilà. Et là, on a le vecteur, c'est U1, là, le vecteur de base. Voilà. On va dire que OM, c'est R fois U1. R fois U1. Donc, si vous voulez le vecteur OM, voilà, si vous voulez le vecteur vers OM, hein, vous faites OM est égal à R fois U1 et vous démultipliez, donc vous allez avoir R sin θ cos phi plus, bien sûr, I, la composante en I, plus R sin θ sin phi J plus R cos θ k. Voilà. Donc vous voyez que tout corrobore bien. Voilà. Maintenant, je vais chercher le vecteur U3. Connaissant U1, bon, c'est assez facile, parce que regardez bien, on a, il suffit de faire pour avoir U3, K fois U, K fois U. Alors, je vais faire K fois U. Alors, U3 est égal à K fois U, c'est-à-dire c'est K fois le U, je vous rappelle que c'était cos phi I plus J sinus phi, parce qu'il était dans le plan. Donc on n'avait que du phi. Il était dans le plan X ou Y. Voilà, c'est ça. Alors, il suffit de multiplier. Euh, si je multiplie K, alors on aura euh, euh, cosinus phi. Et là, on aura sinus phi. Alors, K fois I. Alors, si je fais K fois I, ça donne un vecteur qui va par là, qui est perpendiculaire au plan OIK. Donc, ça va donner moins J. Donc, on va voir moins J. Moins J. K. euh, K fois I. Non, ça va donner J. Non. Si je fais tourner un tire-bouchon de K vers I, le tire-bouchon, il va rentrer par là. K vers I, il va donner J. Donc, c'est cosinus phi fois J. Par contre, l'autre, on aura sinus phi, et on aura K fois J. Alors, K, il est comme ceci, J, il est comme ça. Alors, si je fais K vers J, on va voir
K vers J, qui sera comme ceci, il va donner moins I. Donc, U3, il vaut euh, euh, K vers I, donc K vers J, K vers J, euh, K vers I. Petit instant, je réfléchis, hein. Euh, je vais faire par niveau matriciel. Je vais faire au niveau matriciel. I, J, K, K et cos phi plus sinus phi. Euh, cos phi I plus J sinus phi, donc cos sinus 0. Cos phi, sinus phi 0. Voilà, je vais faire par Sarus. Là, ça fait 0. Là, on aura cos phi J 0. Non, attends, on va pas aller trop vite non plus. Là, ça fait 0. Et là, ça fait moins sinus phi I. Moins sinus phi I. C'est ça. Donc, c'est moins 3, c'est moins sinus phi I plus cos phi J. Voilà. Ça va être ça. Donc, maintenant, je vais regarder par rapport à l'autre, à celui-ci. Est-ce que j'avais ça? Moins sinus phi I cos phi J. Oui, c'était ça. C'était bon. OK. Donc, c'était bon. Je suis passé par une deuxième méthode pour vérifier, hein. C'est juste ça. Donc, c'est moins sinus phi I plus cos phi J. Et là, on a bien U3. Voilà. Donc, deux méthodes pour vérifier, hein. C'est juste ça. Alors, maintenant qu'on a U3, ben, on peut trouver U2. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'on avait complété la base, hein. Voilà, on a créé. Voilà, le U2 ne venait que compléter la base, hein. Le U2 ne venait que compléter la base. Alors, pour avoir le U2, on va faire tourner, voilà, on va faire appliquer la règle du tire-bouchon. On va faire tourner U3 vers U1 pour avoir U2. Donc, on va faire le produit vectoriel de U3 par U1 pour avoir U2. Et donc, comme on connaît U3 et U1, de nouveau, je recalcule un nouveau produit vectoriel.
On va voir ma nouvelle base, mon nouveau repère S seconde, qui est M avec sa base U1, U2, U3. On connaît bah, U2, viens de vous dire, pour compléter la base directe, il suffit de faire U3 fois U1, c'est-à-dire U3, il est connu, hein, que je viens de le trouver ici maintenant, à l'instant, c'est moins sin cos phi. U3, c'est moins sin cos phi fois, et U1, il faut le rechercher. Voilà, il est là. C'est tout ceci. C'est tout ceci. Donc, je vais essayer de faire une copie. Ah, il faut multiplier par U1. Voilà, U1, il est là. On va traiter ça. Et on aura notre matrice en fonction de IJK. En fonction de IJK. Enfin, on aura notre U2. Notre U2. On aura notre U2. Là, on va traiter ça. On va avoir notre U2. Oui, il manquait un cas là-bas, hein, dans le cas, bien sûr, qui est là. On le remet, je le complète. Donc, je peux mettre IJK. IJK moins sin phi cos phi. 0. Moins sin phi cos phi. 0. Ensuite, on aura sin theta cos phi. Sin theta cos phi. Sin theta sin phi. Et cos theta. Alors, il suffit de recopier. On va faire la règle de Sarus. I moins sin phi sin theta cos phi j cos phi sin theta sin phi. Voilà, sin theta. Bon, j'ai mal écrit, mais vous savez bien que c'est sin theta sin phi, hein. Bon, on va effacer ça. Sin theta sin phi. Alors, le premier, il est là. En I, cos theta cos phi. Voilà. Là, ça fait 0. En K, moins sin carré phi, hein. Là, euh, sin theta moins sin theta sin carré phi sin theta, hein. Celui-ci en I fera 0.
Donc en I, c'est terminé, hein. En J, il y avait déjà un zéro. En J, c'est celui-là. Moins sin phi cos θ. En J, moins sin phi cos θ. Et comme on remonte, c'est moins par moins, ça fait plus. Plus sin phi cos θ. Voilà, en J. Et en K, il faudra soustraire cos carré phi. Moins, il y a un plus, je m'excuse, c'est un plus. Euh, non, c'est bien un moins. Là, c'est bien un moins. Est-ce qu'on remonte? Sin θ cos carré phi. Voilà. Et si je mets un moins ici, je peux mettre un plus ici. Voilà. Un plus. Voilà. Et le K, il est là. Voilà que vaut U2. Bon, on va remettre de l'ordre. Alors, bien sûr, ici, il y a juste ça à traiter, hein. Là, on remarque qu'on a sin θ cos carré phi plus sin θ sin carré phi. Donc, si je sors le sin θ, on aura cos carré phi plus sin carré phi. Voilà, ça fait 1. Donc, on aura une fois sinus θ. Donc, on aura moins sinus θ, si vous voulez. Ceci représente sinus θ fois k. Donc, je vais réécrire U2. U2 égale, c'est des cosinus, hein. Cos θ cos phi en I. Cos θ cos phi en I. En J, on a cos θ sin phi, ou sin phi cos θ. Ah, sin phi cos θ. Alors ici, moi, je vais plutôt mettre cos phi cos θ. Comme ça, j'aurai les phi d'abord, θ ensuite. Et le dernier, ben, je vous avais dit que c'était moins sin θ. Ça sent en J, moins sin θ. Ben, voilà que vaut U2. Alors maintenant, je vais résumer les relations qui lient U1, U2, U3 aux relations qui sont avec IJK et le mettre, bien sûr, voilà, dans un tableau. Donc, on a U1 qui vaut, voilà, ceci, sin θ cos phi, sin θ sin phi et cos θ. C'est les coordonnées, dire, c'est les angles, les coordonnées sphériques. Donc, on aura sin θ cos phi, c'est cos phi sin θ en I. En J, c'était sin θ sin phi. Et en K, on n'avait que du cosinus θ.
et maintenant je vais mettre U3. Alors, je vais chercher U3. Ah, elle est là. 2, non. Moins sin phi, cos phi. Phi. Moins sin phi, cos phi. Moins sin phi i plus cos phi j plus 0k. Et voilà. Alors, maintenant, je crée la matrice, hein, par rapport à IJK. Il suffit de prendre ceci. Je vais faire la transformation matricielle. Alors maintenant, je vais écrire, donc plus en système d'équation. J'aurai une matrice comme ceci, comme ça. On aura la matrice U1, U2, U3. Hein. On aura le I, la matrice IJK. Voilà. Alors ici, on a une matrice 3 fois 3. 3 fois 3. Là, on a une 3 fois 1. Là, on a une 3 lignes, une colonne. On peut faire la multiplication, puisque bon, on a mêmes valeurs ici. Et ça va donner une 3 fois 1. Voilà. Et là, vous avez la matrice de transformation là, qui est euh, voilà, sin theta cos phi, euh, cos phi cos theta moins sinus phi, sinus theta sinus phi, sinus phi cos theta cos phi et cos theta moins sinus theta 0, bien sûr, transformation JK. Maintenant, je vais faire la transformation opposée. Alors, c'est très simple. C'est très simple parce que regardez bien, là, ça parle des matrices orthogonales, je vous enverrai le lien. Bon, quand on a affaire à des matrices orthogonales, c'est le cas ici, hein, on a une matrice orthogonale, ça vous explique tout. Voilà, qu'est-ce qu'une matrice orthogonale, ça vous explique tout de A à Z. Là, pour avoir tout simplement euh,
La matrice inverse, une matrice orthogonale, hum, euh, il suffit d'aller chercher la transposée. Voilà. Voilà. Donc, je voulais lire ça. Bon, c'est compréhensible, notamment qu'ils ont mis une matrice H plus simple, matrice de 2. Alors ici, c'est tout simplement, voilà, euh, la matrice inverse, vous la transposez la matrice. C'est tout simple, c'est ça que ça veut dire. Pour une matrice orthogonale, attention à ça. Là, ils vous disent que, voilà, la matrice transposée fois la matrice elle-même, vous la matrice elle-même fois la matrice transposée, parce que c'est la commutativité qui vaut, voilà, euh, euh, qui vaut l'identité. Si vous multipliez la matrice transposée fois sa matrice, est égal à la matrice euh, elle-même fois la matrice transposée, bon, c'est commutatif, hein, voilà, on aura la matrice unité. Donc, ce qui veut dire que là, la matrice transposée est la matrice inverse. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour avoir la matrice inverse, il suffit de transposer. Ça, c'est la matrice de rotation, qui est une matrice orthogonale aussi, hein. Là, on a une matrice. D'ailleurs, on peut le voir comment? Ben, si vous faites, voilà, le déterminant, il vaut 1. Voilà, le déterminant, il peut valoir 1 ou moins 1. Voilà, ici, cos θ fois θ, ça fait cos carré. Moins, 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 sin carré, θ, ce qui fait cos carré plus sin carré θ, ça fait 1. Donc, la matrice ici, elle vaudra 1 en termes de, voilà. Et là, ils vous ont donné pour, voilà, quand θ vaut 45 degrés, voilà, ça fait racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Voilà, voilà, c'est une matrice qui tourne à 45 degrés. Voilà, et on a la matrice euh, de réflexion, c'est-à-dire que c'est une matrice qui retourne les vecteurs sur un axe ou un plan spécifique, hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, c'est une transformation 3D. Transformation 3D. Donc, c'est une matrice 3-3. En transformation 2D, en 2-2, ça suffit. Et en 3D, il faut une 3-3. Bon, les applications, il y en a énormément. Je vous laisse lire voilà, le restant. Analyse des composantes principales, décomposition QR, infographie, transformation 3D, traitement de signal. Bon, les infos, ça, on peut trouver ça, bon, voilà, surtout en infographie, comme il dit, c'est vrai. Notamment, comment est-ce qu'on appelle ça dans les euh, transformations spatiales. Transformation spatiale. Transformation spatiale. Voilà, de rotation, translation, et tralali, tralala. Donc c'est fort important, hein, les matrices orthogonales, bon, notamment en robotique. En robotique, en infographie, quand on fait la 3 dimensions, dessin en 3D, voilà, dans les traitements de signaux, etc., etc. Donc il y a de multiples usages à ça. Maintenant, il suffit de transposer cette matrice pour aller chercher, ben, je vais la transposer, donc je vais chercher celle-ci, transposer, je vais ramener le IJK ici, ouais, bon, donc je ramène le IJK ici, en sorte que K c'est un vecteur, vous savez très bien, donc j'ai oublié de lui mettre la flèche, et là on a, je vais mettre par rapport à U1, U2, U3, et je vais transposer ma matrice. Alors, bon, la matrice transposée, ce qui ne va pas changer, c'est la diagonale, hein. S'il n'y a rien qui change, on va transposer ça. J'ai déjà changé celui-là avec celui-là.
On va changer celui-là avec celui-ci. Et on va changer celui-là avec celui-là. Et voilà, vous avez la transformation inverse. Donc, le passage de U1, U2, U3 vers IJK. Vers IJK. Donc, cos phi, euh, cos phi sinus θ. Voilà, cos θ, moins sinus phi, sinus phi, sinus θ, sinus phi, cos θ, cos θ moins sinus θ est bien sûr 0. Je vous remercie.